En ce moment même, pendant que tu lis ces mots, un télescope à la retraite dérive silencieusement autour du Soleil. Ses batteries sont vides, son objectif est refermé pour toujours. Il ne regarde plus rien. Mais avant de s'éteindre, cette petite machine a fait quelque chose que personne n'avait osé imaginer. Elle a fixé une seule minuscule parcelle du ciel pendant des années. Et elle a compté les mondes, pas un, pas 10, pas 100, des milliers. Et ce qu'elle a découvert ne se résume pas à quelques gros titres. Ce qu'elle a découvert change complètement la place que nous occupons dans l'univers. Et l'histoire cachée derrière ces découvertes, celle que personne ne raconte vraiment, est bien plus étrange que ce que tu imagines. Abonne-toi tout de suite si tu veux plus d'histoires comme celle-ci. Mars 2009. Au sommet d'une fusée Delta II, dans la nuit tiède de Floride, un télescope attend son décollage. Il n'est pas énorme. Il ne ressemble pas à Hubble. Il n'a pas la promesse d'images spectaculaires à envoyer. Il n'a qu'une seule mission. Une mission tellement ambitieuse que beaucoup de scientifiques y voyaient un pari perdu d'avance. Fixer 150 000 étoiles en même temps. Et attendre. Attendre qu'une planète, quelque part, passe devant l'une d'entre elles. Sa durée de vie prévue, 3 ans et demi. Son nom, Kepler, en hommage à l'homme qui, 4 siècles plus tôt, avait compris comment les planètes dansaient autour des étoiles. Personne ne se doutait alors que cette petite machine allait rester en activité pendant 9 ans. 9 ans à fouiller le silence. 9 ans à traquer des ombres. 9 ans à réécrire, ligne par ligne, ce que l'humanité croyait savoir sur elle-même. Voici comment il faut se le représenter. Kepler ne prenait pas de photos. Les planètes lointaines sont trop petites, trop sombres, trop proches de leurs étoiles éblouissantes pour être photographiées directement. Alors il faisait autre chose. Il mesurait la lumière. Imagine un phare puissant, à des kilomètres de distance dans la nuit. Puis imagine une mouche qui traverse son faisceau. La quantité de lumière que la mouche va bloquer est ridicule, presque invisible. Mais si tu comptes, à la milliseconde près, chaque photon qui te parvient, tu peux la voir, tu peux la mesurer, tu peux même deviner sa taille. C'est exactement ce que faisait Kepler. Il surveillait les baisses infimes de luminosité, un scintillement d'1 ou 2%, parfois beaucoup moins. Quand une planète passait devant son étoile, elle laissait une signature, une ombre. Les astronomes appellent ça un transit. Et dans ce transit se cachaient 3 informations précieuses. La taille de la planète, la durée de son année, et sa distance approximative à son Soleil. Un travail patient, presque invisible, presque mathématique. Un travail qui a fonctionné bien mieux que quiconque l'avait prévu. Pendant des décennies, les modèles disaient une chose. Les systèmes solaires devaient tous ressembler plus ou moins aux nôtres. Petites planètes rocheuses près de l'étoile, géantes gazeuses plus loin. Un ordre, une logique, un modèle. Ce que Kepler a trouvé était complètement différent. Il a d'abord découvert des mondes trop proches. Des planètes de la taille de Jupiter collées à leur étoile, avec des années qui durent donc seulement quelques jours terrestres. Des mondes brûlants, déformés, presque irréels. Puis il a trouvé des planètes qui tournent autour de 2 étoiles à la fois, projetant 2 ombres différentes sur leur sol, comme sorties d'un roman de science-fiction. Relis ça. 2 soleils dans le ciel, 2 couchers, 2 aubes, des paysages qu'aucun humain ne verra probablement jamais, mais qui existent, quelque part, à cet instant. Et ce n'était qu'un début. Kepler a ensuite découvert une planète surnommée la cousine de la Terre, cataloguée Kepler 452b, une planète légèrement plus grosse que la nôtre, en orbite autour d'une étoile presque identique au Soleil à la bonne distance. Ni trop chaude, ni trop froide, dans la zone habitable, cette bande étroite où l'eau liquide peut exister à la surface d'un monde. Nous ne savons pas ce qu'il y a là-bas. Nous ne connaissons pas son atmosphère. Nous ignorons si des océans clapotent contre des rivages inconnus. Mais elle existe. Confirmée, mesurée, réelle, pas une hypothèse, pas une spéculation, un fait, gravé dans les données. Puis il y a eu Kepler, 186 IF, la première planète de la taille de la Terre, jamais trouvée dans la zone habitable de son étoile. Elle tourne autour d'une naine rouge, une étoile plus petite et plus froide que la nôtre. Les scientifiques estiment qu'elle reçoit à peu près la même quantité d'énergie que la Terre reçoit en fin d'après-midi, juste avant le coucher du soleil. Imagine ça un instant. Un monde entier baigné en permanence dans une lumière orange, tamisée, presque tendre. Un crépuscule qui ne finit jamais. Personne ne sait si elle a une atmosphère assez dense pour retenir sa chaleur. Personne ne sait si un vent souffle à sa surface. Mais son existence, à elle seule, a changé la conversation. Elle a prouvé que les petits mondes rocheux, potentiellement tempérés, ne sont pas des accidents rares. Ils font partie de la façon dont l'univers construit ses systèmes planétaires. Mais voici la découverte qui a le plus dérangé les scientifiques. Le type de planète le plus courant dans notre galaxie n'existe pas ici, ni dans notre système solaire, ni dans nos manuels.
Ce sont des mondes plus grands que la Terre, mais plus petits que Neptune, des super-Terres ou des mini-Neptunes, selon la façon dont on les classe. Elles sont partout, elles pullulent. Et nous, dans notre petit coin de galaxie, nous n'en avons aucune. Ce qui veut dire une chose troublante. C'est peut-être notre système solaire qui est bizarre. C'est peut-être nous, l'exception. C'est peut-être notre configuration, avec sa Terre isolée et ses géantes gazeuses éloignées, qui est l'accident cosmique. Mais voici où ça devient personnel. Voici où l'abstrait bascule dans le concret. Chaque planète que Kepler a trouvée, chaque monde catalogué, chaque point dans une base de données quelque part sur Terre, est une réponse partielle à la plus vieille question de l'humanité. Sommes-nous seuls ? Pendant des millénaires, cette question n'appartenait qu'aux philosophes, aux poètes, aux rêveurs autour des feux de camp. Elle n'avait aucune preuve, aucun chiffre, aucun ancrage dans le réel. Kepler l'a transformée. Il a pris cette question, il l'a arrachée à la fiction, et il l'a rendue mesurable. Et sa réponse, sans détour, c'est que les planètes sont partout. Notre galaxie en contient probablement plus qu'elle ne contient d'étoiles. Des centaines de milliards de mondes, rien que dans la Voie lactée. Des milliards de possibilités. Des milliards de chances pour que quelque part, quelque chose, à cet instant même, lève les yeux vers son propre ciel nocturne en se posant exactement la même question que toi. Puis Kepler a failli mourir. En 2013, 4 ans après son lancement, 2 de ses 4 roues de réaction ont cédé. Ces petits dispositifs, essentiels, servaient à maintenir le télescope parfaitement immobile dans l'espace. Sans eux, impossible de fixer les étoiles avec la précision requise. Impossible de détecter des transits. Impossible de continuer la mission. Pendant des semaines, les ingénieurs de la NASA ont regardé leur télescope trembler dans le vide, incapables de faire son travail. Beaucoup pensaient que c'était la fin. Ils préparaient déjà les annonces officielles. Mais quelqu'un, quelque part dans une salle de contrôle californienne, a eu une idée que personne n'aurait osé formuler à voix haute. Et si on utilisait la pression même de la lumière solaire pour compenser ? La lumière du soleil pousse, faiblement, mais elle pousse. À des millions de kilomètres, en équilibrant Kepler contre ce vent de photons, on pourrait peut-être le stabiliser autrement. Ça a marché. Une seconde mission, baptisée K2, est née de ce sauvetage improvisé. Un télescope agonisant, sauvé par un tour de magie physique. 5 années supplémentaires, des milliers de découvertes supplémentaires, une machine qui refusait tout simplement de mourir. Puis en 2018, après 9 ans de service, bien plus longtemps que sa mission d'origine, Kepler a fini par manquer de carburant. La NASA a pris la décision, il fallait le laisser partir. Ses dernières transmissions étaient des confirmations, des mondes encore, jusqu'à la toute fin. Aujourd'hui, il dérive silencieusement dans une orbite solaire, dernier voyageur d'une aventure achevée. Aucun remplaçant direct n'existe. Tess, son successeur, scanne le ciel entier au lieu d'une seule parcelle, mais il regarde principalement les étoiles proches et brillantes. Le télescope James Webb peut analyser les atmosphères de mondes déjà connus, mais il ne cherche pas de nouveaux candidats de la même façon. Les milliers de candidats que Kepler a repérés et qui n'ont pas encore été confirmés attendent. Certains ne seront peut-être jamais étudiés en profondeur. Le temps passe, les données, elles, restent. Et quelque part dans ces bases de données, sur un serveur oublié, une planète encore anonyme cache peut-être la découverte du siècle. Voici ce qui restera de Kepler. Pas une photo spectaculaire, pas une image emblématique qu'on accroche au mur d'une chambre d'enfant. Non. Ce que Kepler laisse derrière lui, c'est un chiffre gigantesque. Des milliards de mondes potentiellement habitables dans notre seule galaxie, un héritage écrit dans le clignotement à peine perceptible d'étoiles lointaines. Une preuve gravée dans la lumière que notre système solaire n'est pas unique, que les mondes comme le nôtre sont ordinaires, et que quelque part, dans l'océan sombre et vaste de l'espace, l'histoire d'un autre monde s'écrit peut-être exactement en ce moment. Un monde avec ses saisons, ses tempêtes, ses aurores, un monde peut-être avec des océans, peut-être avec de la chimie complexe, peut-être avec quelque chose qui bouge, qui respire, qui pense. Mais alors, si tout cela est vrai, si les mondes sont si nombreux, où sont-ils tous ? C'est la question posée par le physicien Enrico Fermi lors d'un déjeuner avec ses collègues au Nouveau-Mexique. Une question apparemment simple, mais un paradoxe vertigineux. Si l'univers est si vieux, si vaste, si peuplé de planètes, pourquoi n'entendons-nous absolument rien ? Aucun signal, aucune trace, aucun voisin. 2 explications s'affrontent. Peut-être que la vie complexe est extraordinairement rare, qu'un grand filtre, une barrière presque impossible, arrête presque toutes les civilisations avant qu'elles ne puissent atteindre les étoiles. Peut-être que ce filtre est derrière nous et que nous sommes les rares survivants. Peut-être qu'il est encore devant nous. Personne ne sait laquelle de ces réponses est vraie et aucune mission n'est financée pour trancher. Un télescope,
9 ans de service, des milliers de mondes trouvés, et une seule vraie question, immense, qui reste ouverte. Est-ce que quelqu'un, quelque part, regarde son ciel en pensant exactement à nous? Kepler ne peut plus répondre. Il a rempli sa mission, il a fait sa part, il nous a donné les chiffres, la certitude que les mondes existent et l'obligation morale de continuer à chercher. À nous, maintenant, de trouver la réponse. Abonne-toi si cette histoire t'a marqué, laisse un commentaire en me disant quelle découverte de Kepler t'a le plus surpris, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin, ce soir, de lever les yeux vers le ciel.